Hier soir s'est achevé à Paris Porte de Versailles le salon du Made in France. Plus de 500 entreprises qui résistent à la vogue des délocalisations et continuent à produire en France sont venues présenter et vendre leurs produits. L'occasion de faire le point aujourd'hui avec nos décrypteurs sur cet essor du Made in France, une appellation devenue un véritable mouvement qui valorise le savoir-faire et la fabrication dans l'Hexagone. Le Made in France est-il en train de devenir une identité de marque? Est-il la garantie d'une qualité? Est-il aussi créatif? Correspond-il à une réelle prise de conscience ou est-ce que ça n'est qu'un effet de mode? Et surtout, y a-t-il une chance qu'il sauve notre industrie française en crise? Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le sujet sur lefigaro.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux du Figaro. Valentin Pilate nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour les relayer. Et pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose qu'on revoie ensemble ce spot mémorable de 1974 réalisé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. C'était dans le cadre d'une campagne d'information de l'Agence pour les économies d'énergie. On est en pleine période de choc pétrolier, regardez. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La Tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Bonjour Thomas Huriez. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la marque de jeans 1083 qui est installée à Romans-sur-Isère. Alors vous fabriquez des jeans et des baskets en France. Quelle idée justement, alors que voilà, c'est pas forcément des produits qui sont pensés comme éthiques compatibles ou pas très franco-français en tout cas le jean. C'est vrai, en France on n'a pas de coton mais on a le denim puisque le denim vient de la ville de Nîmes et donc nous on a voulu relocaliser la fabrication de ces vêtements en France. Le jean c'est un produit populaire que tout le monde porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans et on trouvait intéressant de prendre le contre-pied de l'industrie textile traditionnelle en réinventant le jean entièrement relocalisé et éco-conçu. Vous parliez de cette toile de Nîmes, un petit mot là-dessus. Vous dites donc que l'origine réelle du jean serait française? En fait, la toile utilisée pour fabriquer les jeans par les Américains, oui. C'est une toile qui vient de la ville de Nîmes. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle le denim. Et donc, la particularité des jeans 1083, c'est qu'ils sont bien sûr confectionnés en France, donc la couture, mais aussi teints, tissés, filés en France. Donc, on transforme vraiment le coton brut en produit fini, le jean. Donc, pas tout à fait intégralement créé en France, parce que ce coton, pour le coup, vous l'importez. Pour l'instant, on importe le coton parce qu'on sait tous qu'on n'est pas un pays producteur de coton. C'est en grande partie faux finalement, parce qu'en fait, à travers tous les vêtements qu'on porte, on a un puissant producteur de coton. Simplement, on ne sait pas encore extraire ce coton-là de nos vieux vêtements. Et donc, c'est toute la démarche d'économie circulaire qu'on met en place chez 1083 pour extraire ce coton ancien et en faire un coton neuf. Donc vous récupérez, si je comprends bien, vous récupérez du textile usagé que vous avez la possibilité de recycler pour en fabriquer du jean. C'est ça, toute notre R&D se consacre à ça, parce qu'en fait, si on considère ce gisement de déchets de vieux vêtements comme une ressource, alors on est un puissant producteur de coton, malheureusement. Pourquoi 1083, Thomas? 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, de Menton au sud-est, à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Au-delà du Made in France, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la démarche de relocalisation, de rapprocher le consommateur du fabricant pour donner plus de sens à nos achats. D'accord. Quel est le quotidien d'un entrepreneur français, donc, comme vous, qui décide de se lancer dans le Made in France? Quels sont les avantages de ce système et quelles sont également les contraintes? Alors les avantages, c'est ceux liés à la proximité, c'est-à-dire qu'on connaît très bien nos clients, on connaît très bien nos fabricants, on connaît très bien nos usines, et ça offre une liberté de création hyper excitante et très mobilisatrice. C'est-à-dire que l'équipe de 1083, c'est pas mes salariés et moi, c'est toute une équipe de fournisseurs, de sous-traitants, et aussi tous nos clients qui font notre dimension. Si en 5 ans, on a créé plus de 50 emplois directs, plus 50 emplois indirects, c'est simplement par la somme des jeans que chacun de nos clients a acheté. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une puissance collective incroyable. Et après, dans la contrainte, je dirais simplement l'idée d'y croire, de croire en nous. Quand on a lancé cette idée il y a 5 ans, peu de gens croyaient en notre capacité à relocaliser entièrement la filière de jeans en France. On a réussi, et ce on, il englobe évidemment principalement nos clients.
Est-ce que ce certificat, on va en parler un petit peu après avec une spécialiste de la consommation, est-ce que ce certificat, ce label Made in France, c'est quand même une aide pour vous supplémentaire, ça porte votre entreprise dans le bon sens? Oui, la vie c'est une histoire de confiance et dans le business encore plus. Et pour aider le consommateur à comprendre tout ce qui se passe derrière son jean, s'apercevoir qu'il y a des couturières, des tisseurs, des gareurs, plein de métiers différents qui permettent à ce consommateur de profiter d'un beau jean. Et ben pour ça, la clé, c'est la confiance, la transparence et la certification. Nous sommes labellisés Origine France Garantie, justement pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'un tiers qui lui dit oui, ce que dit 1083 sur sa démarche, c'est la vérité. Et en plus, on fait visiter nos usines au public, ce qui permet vraiment d'immerger le consommateur au cœur de la fabrication de son jean. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a cette idée derrière que si c'est Made in France, ça veut dire que c'est un gage de qualité. Vous soutenez cette théorie? Alors, quand on est proches les uns des autres, c'est difficile d'assumer de faire des produits de mauvaise qualité. Donc effectivement, la proximité force à la qualité. Maintenant, parmi les vêtements qu'on importe, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont de mauvaise qualité. Ce n'est pas noir ou blanc. Simplement, cette notion de proximité, elle nous pousse au meilleur, et au meilleur en termes de qualité, au meilleur en termes de respect des équipes, des gens, et au meilleur aussi en termes de respect de l'environnement. Parce que vous êtes un petit peu plus cher que la moyenne? Pas du tout. Non, nos jeans sont entre 89 et 109 euros. Donc effectivement, on n'est pas au prix des jeans mass market. Oui. Par contre, on est au prix des jeans de marque, grâce à une filière de distribution beaucoup plus courte, ce qui nous permet de supporter un prix de revient 4 fois plus important qu'un jean américain, mais qui crée beaucoup plus d'emplois, puisque sur les 89 euros que dépense le consommateur, il y en a 86 qui règlent l'économie locale. La TVA, le commerçant, la marque, l'atelier de confection, le tissage, la teinture, la filature, tous ces métiers-là sont en France et du coup créent des emplois en France. D'accord. Justement, c'est intéressant, sur un jean acheté, comment s'organise le coût de production et le coût de revient sur les 89 euros dont vous parlez? Quand on achète un jean lambda, il coûte à peu près 10 euros à fabriquer. Ce jean à 10 euros, il est vendu 30 euros dans les enseignes de mass market qui pratiquent un coefficient de 3 et il est vendu 100 euros par les marques, les grandes marques, qui pratiquent un coefficient de 10 parce qu'elles ont plus d'intermédiaires. Nous, on est sur la forme de circuit court, donc avec un coefficient de 3, c'est-à-dire que ce jean qu'on vend 89 euros, alors que nos concurrents ne peuvent l'acheter au maximum que 10 euros, nous, on peut l'acheter 30-35 euros. Donc notre prix de revient est beaucoup plus important. Et grâce au circuit court, grâce à la proximité, à la vente directe, ou avec un seul intermédiaire, le commerçant de centre-ville si possible, alors eh bien, on arrive à supporter un coût de fabrication plus important. Donc aujourd'hui, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle représente en importance, Thomas? Donc 5 ans après votre création? Alors on s'est lancé en 2013 en financement participatif, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, on va faire 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc x 40 en 4 ans. On a créé à ce jour 55 emplois directs, plus 50 emplois indirects. Et tout ça, c'est extraordinaire de notre point de vue de notre campagne de financement participatif il y a 5 ans. Vous n'auriez jamais imaginé ça jamais il y a 5 ans. Par contre, ça représente une goutte d'eau, c'est-à-dire que ces 25 000 jeans vendus en 2018, le marché français, c'est 70 à 88 millions de jeans vendus chaque année. Et donc, on a un gisement de création d'emplois extraordinaire, simplement en privilégiant des marques locales. Alors, le salon du Made in France qui s'est terminé hier, vous y étiez, ça s'est bien passé? C'est important pour vous? Oui. C'est un temps fort extraordinaire et cette édition particulièrement. On a vu la fréquentation, je pense, au moins doubler et puis se diversifier. Par rapport à l'année dernière? Par rapport à l'année dernière, oui. C'est vraiment, nous, ça fait 5 ans qu'on est présents. On voit le nombre d'exposants et leur qualité grandir et on voit le nombre de visiteurs et leur diversité aussi s'étoffer. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on dépasse vraiment l'effet de mode. Je pense que tout le monde aujourd'hui comprend qu'avec sa carte bleue, il peut vraiment directement et très rapidement créer des emplois. Alors pour ceux qui n'ont pas pu y aller, je vous propose qu'on regarde ce reportage réalisé par nos journalistes du Figaro, Mathilde Gola et Thibaut Isoret. Ils ont essayé de savoir si on pouvait vraiment s'habiller Made in France et à quel prix. Regardez. Le Made in France est sur toutes les lèvres, tout le monde en parle, tous les hommes politiques en parlent et aussi toutes les marques. 70% d'entre nous sont même prêts à se procurer des produits tricolores. On est aujourd'hui au salon du Made in France. Il y a 4 ans, le salon ne comptait qu'une vingtaine d'exposants. Il y en a 450 aujourd'hui. Une nouvelle preuve de cet engouement pour la fabrication française. On attend sur les 3 jours 55 000 visiteurs. Il n'y en avait que 15 000 il y a 4 ans. Mais est-ce que c'est finalement très facile de se procurer des produits Made in France? On va essayer de s'habiller aujourd'hui 100% français. C'est parti, suivez-nous.
Donc Paris réussi, j'ai réussi à m'habiller de la tête aux pieds complètement made in France et avec des produits de qualité. Mais par contre, il faut quand même être prêt à mettre un peu la main au portefeuille, car pour avoir ces fameux produits de qualité, c'est un peu plus cher. Bonjour Nathalie Daméry. Bonjour. Vous êtes présidente et cofondatrice de l'Obsoco. L'Obsoco, c'est l'Observatoire Consommation, Société Consommation, une société d'études et de conseils en stratégie. Toutes ces entreprises qu'on vient de voir un petit peu dans ce reportage, près de 500 qui étaient à ce salon, est-ce que selon vous, ça reflète une réelle prise de conscience de la société ou est-ce que c'est un phénomène de mode bien marketing? Alors là, je crois qu'on ne peut pas plus du tout dire que c'est un phénomène de mode, qu'il y ait du marketing, en revanche, oui, beaucoup. C'est un phénomène qui touche aujourd'hui, ce qui est très intéressant, l'ensemble de la population, et ce pour des raisons très très différentes. Vous avez des personnes qui vont privilégier le Made in France pour des raisons peut-être un peu irrationnelles, la qualité, le Made in France serait de qualité, ou bio, on entend ça quelquefois dans les enquêtes, alors qu'on voit bien que ça n'a aucun rapport. Mais disons que la notion de Made in France est chargée d'un imaginaire extrêmement riche, extrêmement porteur. Et après, vous avez aussi une autre dimension du Made in France qui est la dimension avant de consommer, je réfléchis à la production. On voit que ça commence à traverser la société, et notamment les personnes qui ont, disons, un capital culturel suffisamment développé pour pouvoir arbitrer et dire je peux acheter plus cher parce que mon argent va servir à, comme le disait Thomas, à l'emploi, à créer, enfin, régénérer des filières qui étaient peut-être un peu oubliées, etc. Donc là, on peut faire des arbitrages. Et la simple notion de se demander comment c'est produit, est-ce que c'est produit, par exemple, au Bangladesh, dans les conditions que l'on a connues et qui ont été dénoncées suite au drame qui s'est passé, ces prises de conscience, petit à petit, intègrent, on va dire, la sensibilité française. Mais pour autant, tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Et là, c'est là où la question du prix est importante, quoi. Alors justement, ce prix, c'est une idée reçue ou réellement le Made in France est un petit peu plus cher que la moyenne dans les produits qu'il propose? Alors, ça dépend des choses, parce qu'on ne peut pas penser la même chose pour les fruits et légumes, la viande, le vêtement ou le meuble. Le meuble, on voit bien que le Made in France, Ikea, fait toujours beaucoup plus de parts de marché que des producteurs de meubles français. En revanche, c'est très très sensible sur le secteur de l'habillement, c'est vrai, mais ça rejoint aussi l'idée que la France a un très bon artisanat, que la France est c'est le pays du luxe, mais c'est vraiment un produit, la France est un produit où l'artisanat textile a réellement existé. Et puis, bien sûr, sur l'alimentation, parce que là, il y a la question de la traçabilité et la question de ce que j'ingère ne doit pas m'empoisonner. Et donc, si je peux voir, effectivement, si la filière est courte, j'ai un peu plus de sentiment de maîtrise que si les produits viennent de Chine ou d'ailleurs. Alors justement, ce Made in France, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut dire ça, que c'est la garantie d'un produit de qualité, voire haut de gamme? Vous parliez de ces beaux meubles qui sont fabriqués dans les Vosges, dans les Pyrénées. Qualité, haut de gamme, tout cela, ça se discute. Enfin, en sociologie, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et puis haut de gamme, c'est pas non plus, Made in France n'est pas forcément haut de gamme. Mais c'est vrai qu'il y a un discours sur le fait que le Made in France est paré de vertu. Il y a du vrai haut de gamme dans le Made in France, mais le Made in France peut aussi faire du milieu, voire du bas de gamme. La question après, c'est le haut de gamme Made in France coûte plus cher. Bon, si on pense par exemple aux meubles, au secteur du meuble, ça va coûter plus cher. Et donc là, il y a ou l'alimentation, ça coûte plus cher quand même. On a vu, nous, on a fait des études à scénario. Le kilo de fraises français qui coûte 2 fois plus cher que le kilo de fraises espagnol. Les Français qui sont sensibles au Made in France vont acheter la fraise française, pour aussi des questions d'environnement, de kilomètres parcourus, etc. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les Français sont prêts à payer davantage. Maintenant, pour passer de 1 à 4 ou 5, par exemple, dans le secteur du meuble, il faut quand même avoir les moyens de le faire. Là, c'est plus et il y a quelque chose de très sensible qu'on commence à voir, nous, dans nos enquêtes, et notamment des gens qui ont un très faible pouvoir d'achat, qui sont en position maintenant un peu gênés par rapport à cette idéologie massive du Made in France. Ils ne peuvent pas. Et donc là, il y a des discours un peu, c'est très intéressant à observer, il y a des discours un peu de j'aimerais, mais c'est encore trop cher, et donc voilà. Et on sent quand même une pointe de culpabilité dans ces discours-là. Alors vous dites que ça commence, depuis quand finalement on peut dater
cette tendance du Made in France? Comment ça a émergé? Alors, l'histoire du dans la Made in société? France, elle est assez complexe mais passionnante. Grosso modo, ça émerge, comme on l'a revu dans le petit film, ça émerge dans les années 73 avec deux discours puissants sur le Made in France. Vous aviez le discours du PC, de marché, qui disait « nos emplettes sont nos achats », et le discours du Front National qui était sur un mode plus identitaire. Mais ça concernait l'emploi. Non, ça ne concernait pas encore ni l'environnement, ni la qualité, etc. Ça a émergé véritablement avec la deuxième crise, la grande crise de 2008, où on a vu à la fois des nouvelles préoccupations prendre le devant, notamment la question de l'environnement, des kilomètres, et où la question du Made in France s'est chargée d'une valeur quasiment consensuelle. On avait toujours le discours fermé, identitaire, français de souche, si vous voulez, et puis le discours d'ouverture, beaucoup plus ouvert au monde, aux autres, mais qui était très sensible à la mondialisation et surtout à la financiarisation. Les histoires de marché qui sont quand même, qui interrogent. Donc, il y a de la sensibilité politique aujourd'hui. Et de surconsommation qui en et découle. de la surconsommation qui apparaît aujourd'hui très, désagréable quand même. On sent bien qu'on va dans le mur et qu'il est temps de penser à une bonne consommation. Plus intelligente. Dernière question, une petite précision. Comment on obtient le certificat Made in France? Comment ça se passe? C'est un label particulier? Y en a-t-il qu'un seul? Comment ça se passe? Alors là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment je sais qu'il y a une attente très forte d'un logo qui unifie tout cela. Ouais. Donc, produit en France ou transformé en France. Enfin, bon, qu'on ait des points de repère. Parce que ces points de repère sont des points de choix pour les consommateurs. La marque jouait ce rôle. J'achetais X plutôt que Y parce que j'avais confiance en la marque. Aujourd'hui, la relation des consommateurs aux grandes marques, elle est en train d'évoluer. Mais en revanche, ils veulent des critères qui soient très simples et très, clairement compris, identifiés par les consommateurs. Parce qu'entre deux produits, s'ils ont la sensibilité Made in France, ce que les 95% des Français ont aujourd'hui, ils vont pouvoir véritablement arbitrer et réfléchir à ce moment-là, est-ce que je paye plus cher ou pas, si c'est le même prix, par exemple. On demandera à Thomas Uriez, en deuxième partie d'émission, comment il a fait pour obtenir ce fameux certificat. Je vous propose qu'on écoute un journaliste indépendant, il s'appelle Benjamin Carl. Il a testé le Made in France pendant 1 an complet et il en a fait un documentaire. Il était venu dans l'émission On ne parle que de ça, présentée à l'époque par Julien Mielcarrec, parce qu'on était en 2014. Regardez le récit de son expérience. Au final, les consommateurs veulent acheter Made in France, les sondages le montrent. Les industriels, eux, veulent fabriquer en France parce que ça fait partie de leur métier d'avoir des emplois en France et de vivre de leur fabrication en France. Donc ces deux parties-là sont d'accord, mais par contre l'État, lui, parle du Made in France en permanence, le met en avant, pas que Arnaud Montebourg, d'autres avant lui, mais l'État, lui, ne s'impose pas un régime 100% français dans ses achats publics, dans ses appels d'offres. Aujourd'hui, c'est une question globale de société, quoi. Et je pense que la mondialisation, beaucoup en reviennent, que ce soit à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Et peut-être qu'il faut l'interroger via la consommation des ménages, quoi. Bruno Jacot, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Économie. Alors, d'une façon générale, que représente le Made in France dans l'économie française ? Alors, quelques chiffres, effectivement, c'est à peu près 10% du PIB, c'est 870 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2 700 000 salariés et c'est à peu près 235 000 entreprises. Ça, c'est la photo aujourd'hui. Si on regarde un peu rétrospectivement sur les 10 ou 20 ans, c'est moins brillant parce qu'on a perdu en 20 ans 1 million d'emplois dans l'industrie. En 10 ans, donc sur la crise financière 2008-2018, on était à moins 500 000, et ça veut dire à peu près 1 millier d'entreprises qui ont fermé. Donc effectivement, l'industrie a reculé en France, et particulièrement ces dernières années. Alors justement, on va se demander si cette petite tendance du Made in France aujourd'hui qui se développe, etc., à un moment donné, pourra réussir, peut-être pas à inverser la tendance, mais en tout cas à participer à sauver cette industrie qui est en effet en train de, en tout cas, se redéfinir. Cette industrie, d'une part, il y a quand même effectivement, il y a tout un mouvement de Made in France, de jeunes entreprises qui se créent, donc ça c'est encourageant. On peut dire que c'est les emplois de demain, finalement, qui se créent avec des petites entreprises d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que la France, c'est quand même de gros monstres industriels, si j'ose dire. Il y a Airbus, qui quand même, donc, fabrique des avions à Toulouse. Donc c'est la plus grande usine de France, est à Toulouse.
Il y a les chantiers navals de Saint-Nazaire qui produisent régulièrement des bateaux de croisière pour des clients à l'étranger. Vous avez une quinzaine d'usines automobiles en France. Toyota, par exemple, avait choisi de s'implanter en France pour produire sa Yaris. La Nissan vient de confier un nouveau modèle à Renault. Donc, il y a quand même une industrie qui existe. Elle était présente d'ailleurs au salon. Qui était présente au salon Made in France. Il y a du luxe, bien sûr. Il y a du matériel électrique, par exemple, les interrupteurs Legrand que chacun a chez soi, ils sont faits en partie à Limoges. Donc voilà, il y a l'agroalimentaire, Danone, Lactalis, Bonduelle et autres. Donc il y a une industrie Made in France qui existe, qui est importante, qui effectivement près de 3 millions d'emplois. Donc ça, c'est un socle. Il ne faut pas l'oublier. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Le Made in France, ce n'est pas que ces petites initiatives locales extraordinaires, mais c'est une véritable industrie qui existe et qui continue à perdurer. Et qui vit, et qu'on a su sauver. Par exemple, si on prend l'exemple de l'automobile en 2008, qui effectivement Peugeot avait fait une embardée terrible, mais n'empêche que tout le monde s'est mobilisé, et l'industrie automobile française a quasiment été sauvée effectivement en 2008, et maintenant elle est à nouveau prospère. Il y a eu beaucoup d'investissements, les salariés, donc les syndicats ont accepté effectivement des accords de compétitivité. On a pu relancer vraiment cette machine et maintenant elle tourne bien. Les produits français sont-ils de qualité équivalente à ceux qu'on produit à l'étranger, Bruno? Est-ce qu'on peut dire ça? Tout dépend des produits, bien sûr. Alors après, c'est effectivement, il y a un vrai savoir-faire. Il y a une réputation, voilà. Il y a un vrai savoir, plus qu'une réputation, il y a un savoir-faire. Il y a des compétences, même techniques. On a d'excellents ingénieurs en France, donc on peut faire d'excellents avions et d'excellentes voitures, de très bons bateaux, etc. Donc les compétences, elles existent, que ce soit de... La France a des atouts. A des atouts, à la fois dans la conception des produits, donc dans la recherche et le développement, dans la production. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème. En revanche, il peut y avoir des problèmes plutôt fiscaux. Je dirais que la production en France est peut-être beaucoup plus imposée qu'elle l'est à l'étranger. Alors que pour les coûts salariaux, maintenant, on est à peu près au bon niveau, on arrive à s'en sortir. En revanche, côté fiscalité, c'est pas encore terrible. Et c'est ça qui freine cette... En tout cas, écoutez, les industriels, c'est ça qui les embête un peu. Française. Les enquêtes d'opinion, on le disait un petit peu tout à l'heure, vont toutes dans le même sens. Les tendances à la consommation plus intelligente, on va dire, plus responsable. Bon nombre de Français se disent prêts à acheter davantage Made in France. Est-ce que le Made in France peut être une nouvelle opportunité, selon vous, néanmoins, pour créer des emplois et du même coup entraîner l'économie française en général? Oui, certainement, si effectivement le dynamisme qu'on observe depuis une dizaine d'années, je dirais effectivement, en fait, ça date à peu près de 2012, cette espèce de nouvel élan, quand Montebourg effectivement a fait tout un foin autour du redressement productif, donc c'était très bien, il a donné une impulsion, maintenant il faut la maintenir. Il y a effectivement les consommateurs qui ont envie de produits qui sont faits près de chez eux, qui ne consomment pas trop de kérosène pour les transporter, qui sont traçables, donc on sait d'où ça vient. Et on sait que grâce à ce savoir-faire, mon jean il sera plus solide, il sera bien fait, tel objet aussi sera bien fait, il sera bien... Voilà, donc ça, il y a vraiment de quoi faire. C'est une réalité. Maintenant, il faut savoir, bien sûr, la faire fructifier, l'exploiter. Est-ce que vous pensez qu'il existe un patriotisme industriel de la part des politiques actuelles? Est-ce que la fabrication française est politiquement soutenue? Et si oui, comment ça se traduit? Probablement pas assez. Alors, elle est soutenue dans le sens, par exemple, on a un crédit d'impôt recherche qui permet d'aider tout ce qui est recherche et développement en France. Donc on peut se dire, on va imaginer de nouveaux produits, en France. Après, le problème, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la fiscalité, on n'est pas extrêmement encouragé à le fabriquer en France. Mais justement, les politiques ne sont pas décidées aujourd'hui à changer ça? Pas vraiment, mais il y a eu un petit signal d'alarme il y a quelques jours, puisque justement une étude avait signalé cette contradiction entre l'aide à la recherche et ensuite la production qui ne suivait pas derrière. Donc Bruno Le Maire a promis qu'il allait demander à ses services de préparer quelques mesures. Donc on verra dans quelques mois si effectivement il y a de nouveaux encouragements, de nouveaux coups de pouce pour l'industrie. Vous n'avez pas l'air d'y croire complètement. En tout cas, ça va être long. Si, je veux bien y croire, mais on y croira quand on l'aura. Oui. Bruno Grandjean, patron d'industrie de pointe. Je vous propose qu'on découvre son propos. Il dirige l'entreprise Redex, qui est une industrie importante. Il préside l'Alliance pour l'industrie du futur. Et pour lui, justement, il ne faut pas d'un Made in France identitaire, protectionniste. Écoutez son propos. Bien entendu, il faut être très fier de fabriquer en France. C'est important. On doit retrouver la fierté justement de produire, de fabriquer, des usines notamment où on a trop
fait de faiblesse. Donc il y a vraiment un besoin de redorer le blason de l'industrie et de faire en sorte que les usines retrouvent leur place dans l'économie française. Donc le Made in France, on en a besoin, c'est essentiel. Mais il y a aussi une face un peu moins positive qu'il faut garder en tête, c'est que on ne s'en sortira pas en faisant du protectionnisme, en se refermant sur nous-mêmes, en voulant vivre en autarcie. Donc il faut vraiment un Made in France innovant et conquérant, et pas un Made in France du repli, un peu un Made in France identitaire, on va l'appeler comme ça. Donc il y a vraiment un besoin de se mettre au point sur ce terme de Made in France et de pas se tromper de combat. Donc le volontarisme, faire en sorte que on mette en valeur ce qui est produit en France, oui, c'est nécessaire. On ne doit pas avoir honte de fabriquer en France. Et ça, le travail a été fait. Maintenant, on revoit même des voitures, des produits où on vante le Made in France. Mais sans compétitivité, on n'arrivera pas à convaincre les consommateurs ou les autres industriels d'acheter des produits français. Donc, le cœur du sujet, c'est la compétitivité. Ce n'est pas le volontarisme. Ce n'est pas de proclamer Made in France en sautant sur son fauteuil comme un cabri. C'est vraiment de faire en sorte que le Made in France soit innovant, soit compétitif et puisse être à la hauteur des produits étrangers. D'ailleurs, les consommateurs, on le voit bien, ils accordent un petit plus aux produits Made in France, mais ils veulent un produit performant avant tout. Voilà, des propos tenus par Bruno Grandjean. Des réactions autour de cette table. On est tous réunis. Je vous voyais acquiescer de la tête. C'est un bon résumé finalement de tout ce qu'on a dit déjà ? Pour moi, oui, c'est très exactement ça. C'est le débat actuel. Protectionnisme, patriotisme, pardon, qui est le contraire du nationalisme. C'est vraiment ça qui se passe en ce moment. Et la question de la compétitivité, elle est essentielle. Je le disais tout à l'heure, il y a du très mauvais Made in France. C'est du fantasme. Il y a beaucoup de fantasmes autour il y a un imaginaire qui s'est forgé, qui a extrêmement valorisé les choses. Mais je partage tout à fait. Le mot cette subtilité. Voilà, il y a quelque chose. Il faut être quand même très compétitif. Sinon on n'y arrivera pas. Thomas Ériès, vous reconnaissez dans ces propos tenus par Bruno Grandjean qui explique donc qu'il faut être innovant, compétitif, c'est pas uniquement Made in France, ça ne donne pas tous les droits, entre guillemets, et toutes les possibilités. Il y a une exigence immense derrière. Le Made in France, ce n'est pas du nationalisme, ce n'est pas de la défiance des autres, c'est plus de la confiance en soi. Et du coup, ça demande en effet de travailler sur l'innovation, avoir une offre qui plaît, qui est bien placée et qui donne envie du coup aux gens de les acheter, pas que parce que c'est fait en France, mais aussi parce que ça répond à leurs besoins et si possible, les amener aussi à réfléchir à leurs besoins pour consommer mieux et arrêter de remplir nos poubelles comme on le fait depuis 30 ans. Valentin Pilate nous a rejoint sur le plateau, il est très discret mais il est là et il scrute depuis le début de cette émission toutes les réactions des internautes. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent, Valentin, sur ce sujet, j'imagine, qui est assez concernant? Oui, carrément, le Made in France, les internautes aiment en parler, c'est un sujet qui plaît. Ouais. En l'occurrence, Akia, pour elle, pour qu'un produit obtienne le label Made in France, il faudrait exiger que tous ses composants et l'assemblage soient faits en France. Pour l'instant, selon elle, ce n'est pas le cas. Est-ce que parmi vous, vous êtes capable de dire si aujourd'hui, effectivement, ce label est respecté à 100% par les composants? Bruno, Jaco, je vous vois réagir. D'abord, le problème des labels est un peu compliqué parce qu'il y a effectivement ce label qui s'appelle Origine France Garantie, qui a été créé par une association qui s'appelle ProFrance. C'est le premier label, c'est le label d'origine? Non, c'est un label qui existe parce qu'effectivement, lui prévoit qu'une partie importante, c'est à peu près 50-75% du produit soit fait en France, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France. Par exemple, le problème du coton, pour l'instant, il y a des pièces qu'on ne sait pas faire, il peut y avoir des pièces électroniques ou autres. Donc, c'est difficile d'avoir un produit 100% Made in France. Après, on peut fixer des proportions. Il y a d'autres labels régionaux sur le textile, notamment du textile de Bretagne ou dans les Vosges. Il y a également une réglementation douanière qui existe, qui est extrêmement compliquée, je serai incapable de vous l'expliquer, mais qui attribue la nationalité d'un produit. Donc, on peut avoir un Made in France en respectant certains critères au vu des douanes. C'est une tuyauterie infernale. Il y a assemblé en France, produit en France, il y a des Non, après, chacun peut mettre Made in France. Enfin, il n'y a pas de label officiel, il y a des règles douanières qui existent. Il y a ce label Origine France Garantie qui, effectivement, a des critères très précis, etc. Mais il n'y a pas le label unique qui soit Made in France, avec les composants, etc. Voilà, il y a toute une série d'initiatives. Alors, pour s'y reconnaître, c'est un peu la pagaille, quoi. Oui, c'est un vrai sujet.
Nous, on est labellisé Origine France Garantie parce que on a plus de 50, qui est très sérieux. C'est un organisme certificateur extérieur qui vient valider que ce qu'on dit est vrai. On va être labellisé France Terre Textile, on va être labellisé EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant. Et au final, du coup, on aligne comme ça tous ces petits logos qui ont chacun un sens, qui sont très complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a hâte qu'il y ait un mouvement de convergence qui permette d'afficher un seul logo. Un peu comme dans le bio, il y a le AB qui fait foi. Bon, ben, inventons, réunissons-nous pour faire un label unique qui nous permettra d'éviter de compenser. Aujourd'hui, nous, sur nos jeans, on met filé en France, tissé en France, teint en France, confectionné en France. Donc on fait la pédagogie de la filière aux consommateurs, tellement tous ces logos ne sont pas lisibles finalement pour monsieur tout le monde. Est-ce que c'est une tendance française plus importante que d'autres pays européens, par exemple, ce Made in France particulièrement en essor ces dernières années chez nous? Est-ce que c'est une tendance plus générale? Oui, on l'a vu en Grèce. Il y a eu un élan patriotique extraordinaire sur les produits grecs. Et est-ce que c'est mieux organisé dans un deuxième temps? Est-ce que c'est mieux organisé? La traîne je ne sais pas. Ça dépend encore là des secteurs. Ça dépend. C'est difficile d'avoir des réponses générales uniques à ces mouvements et ces problématiques qui sont quand même très différentes selon les filières. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que vous disiez, le travail, la collaboration, des interprofessions, la collaboration entre filières, enfin tous les bouts de la chaîne, y compris jusqu'aux consommateurs, là, ça devient très, très important. Quand on explique aux consommateurs les effets utiles de tous ces efforts qui ont été faits par la filière, il peut comprendre ce que veut dire, quel que soit le nom du logo, il comprendra quelque chose se joue d'important. J'irai même plus loin. En faisant cette démarche de pédagogie, on transforme alors nos consommateurs en ambassadeurs. Nous, si on existe, c'est parce que 1000 personnes se sont dit, ont vu notre vidéo sur Internet et se sont dit, tiens, je vais essayer d'acheter ce jean. Et puis il leur a plu, ils l'ont relayé, et comme ça, la communauté a grandi. Donc c'est un puissant moyen, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle carte de fidélité. Bruno Jacot, est-ce que vous savez si cette tendance à relocaliser, ce mouvement réel qui existe, c'est quelque chose de très français ou c'est dans le reste du monde une réalité également? Si vous regardez les États-Unis, c'est une tendance assez lourde avec Trump. Mais voilà, donc chaque pays effectivement essaye plus ou moins de garder son industrie. Mais enfin, un pays comme l'Allemagne n'a pas ce problème-là. L'Italie a aussi comme des soucis parce que son grand constructeur automobile a quand même des problèmes. Donc chaque pays essaye malgré tout de garder son industrie parce que c'est important, mais c'est assez compliqué à réaliser. Et en plus, défendre une fabrication de tel ou tel pays, c'est aussi un peu contraire à la réglementation européenne. Voilà. Absolument. Il n'y a pas on peut toujours mettre Made in France, ou Made in Italy, ce qu'on veut, mais vu de Bruxelles, c'est un truc protectionniste, donc c'est pas terrible, quoi. Thomas Hurez, rapidement, après on prendra une autre question d'internaute. Oui, c'est là où les labels nous aident énormément, puisque du coup, ils permettent de témoigner de ça, donc ils sont très importants pour soutenir ça. Valentin Pilin, une autre question. Oui, une autre remarque. Beaucoup d'internautes réagissent sur Facebook, on est en direct et sur le Figaro.fr, notamment Gérard, qui nous dit, je le cite, on n'est pas obligé d'acheter une Kia quand on peut trouver son bonheur chez Renault ou Peugeot. Après, ce sont les mêmes qui viennent pleurer contre les fermetures d'usines. Alors du coup, Thomas Hurez, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que vous encouragez tous les consommateurs français ici à consommer français, au-delà du fait de consommer français, mais aussi pour préserver l'emploi? Oui, et je rebondis sur ce que vous disiez, Nathalie. Consommer français, c'est pas que la marque. Par exemple, dans l'automobile, vous citiez Renault et Peugeot. Dans l'automobile, les voitures labellisées Origine France Garantie, donc celles qui ont une part conséquente de leur valeur faite en France, c'est la Toyota Yaris et de nombreuses Peugeot, et pas Renault. Donc il faut vraiment faire la pédagogie de cette filière-là, de ce qui est vrai, de ce qui est vraiment fait en France, pour inviter le consommateur à faire des choix, en effet, beaucoup plus vertueux. Alors, il y a juste une petite remarque que j'ai lue dans un commentaire d'un internaute également. Les Français sont hypocrites, ils prônent le Made in France, mais ils achètent à l'étranger. Petite nuance quand même. En fin d'émission, on arrive. C'est vrai. On est tous tout à fait d'accord avec ce principe, mais dans les faits, Thomas est la preuve qu'il y a quand même des choses qui marchent. Mais il y a un problème aussi, c'est peut-être que la France ne produit pas tout à fait tout. Aujourd'hui, elle n'en a pas les moyens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous voulez acheter une télévision française aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Ou un téléphone. Du chocolat, des bananes. Voilà. Le but, c'est pas l'autarcie. Le but, c'est vraiment de relocaliser ce que l'on peut. Et puis, petit à petit, on va reconstruire des filières. Ça va prendre du temps. Mais ne nous décourageons pas parce qu'on ne peut pas acheter aujourd'hui, en 2018, de télé française. C'est pas grave, il y a plein d'autres choses qu'on peut acheter localement. Et si vraiment
enfin, le meilleur moyen, c'est de regarder simplement un peu les étiquettes. Après, vous pouvez aussi acheter quelque chose qui n'est pas fait en France en vous disant, bon, ça me plaît et tout ça, ça me convient, c'est le truc qu'il me faut, bon, je l'achète. Mais rien n'empêche de jeter un coup d'œil à l'étiquette, se dire, tiens, celui-là, il est fait en France, celui-là pas, bon, il est pas mal. Voilà, on peut... Il y a une démarche un peu individuelle à conduire jusqu'au bout. Quoi. Valentin Pilat, une dernière question. La dernière question sera celle d'Akia, toujours active sur Facebook et sur Figaro.fr. Je la cite, selon elle, le Made in France c'est bien, mais si on ne le consomme pas effectivement, ça ne sert à rien. Alors Nathalie, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur cette question, parce que beaucoup d'internautes le disent, je ne vais pas tous les citer, mais c'est trop cher. Le Made in France, pour eux, c'est trop cher. Mais oui, parce que c'est trop cher. Encore une fois, ça dépend des produits, mais les Français ont un sentiment de restriction sur leur pouvoir d'achat. Et il est vrai qu'il y a des arbitrages qui se font, et quand réellement un produit est plus cher et que je n'ai pas l'utilité, ou que je me dis, bon, je pense à moi avant de penser au producteur local, bien sûr qu'on achète moins cher. Et vous avez encore aujourd'hui une forte, un fort intérêt pour le moins cher. On va le voir avec les Black Friday, où tout d'un coup, il y a un mouvement comme ça d'urgence, il faut acheter tout de suite parce que c'est pas cher. La France est très ambivalente sur ces côtés-là. Toute dernière question, comment vous voyez le Made in France dans 20 ans ? On a vu un essor considérable ces 5 dernières années. Bruno, dans 20 ans. Écoutez, moi je pense qu'il y aura. Enfin, je suis frappé par ce qui se passe en ce moment, que ce soit les 1083, le tas de jeunes entreprises qui se lancent et qui sont toujours là. Enfin, après quelques années, au début, on se gratte la tête en se disant tiens, ils vont tenir ou pas. Bon, ils tiennent. Donc, je me dis que ces entreprises-là vont grandir et qu'effectivement, dans 20 ans, il y aura des jeans. Vous allez inonder le monde. Alors, voilà, non, mais, je pense qu'il y a un mouvement. Et... Oui, c'est un objectif, j'imagine. L'exportation, bon, pas toujours. En fait, on achète en France des jeans chinois et on le regrette. À quoi bon faire l'inverse ? Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de monter des filières locales. Donc, si un jour 1083 est distribué en Chine, ce seront des jeans qui seront fabriqués en Chine. Pour les Chinois. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe précieuse de préparation de cette émission, à l'équipe de réalisation autour de Valérie Ancelin. Tout de suite, vous retrouvez Yves Tréhard pour son émission Le Talk. Il reçoit Mehdi Ouraoui, qui est le porte-parole du mouvement Génération. À très vite sur Figaro Live.